16 février 1923. Vallée des Rois. Le monde entier a retenu son souffle lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau du pharaon Toutankhamon. Cette découverte a révolutionné la science historique et lancé un véritable âge d'or de l'égyptologie. Des dizaines d'expéditions se sont dirigées vers l'Égypte. Parmi elles se trouvait l'équipe de Hamilton M. Wright, qui a dirigé un projet à grande échelle pour dégager le plateau de Gizeh. 10 ans de travail méticuleux. Et en 1935, ils ont trouvé quelque chose que la science officielle aurait préféré ne jamais connaître. Voici ce que Wright lui-même a rapporté. Nous avons découvert un tunnel souterrain utilisé par les anciens Égyptiens il y a 5000 ans. Il passe sous la route reliant la deuxième pyramide et le Sphinx. Depuis le tunnel, nous avons excavé des puits de plus de 38 mètres de profondeur avec des chambres spacieuses et des pièces latérales. Ce n'est pas de la fiction. C'est une citation d'un rapport officiel. Les principaux journaux et revues académiques du monde entier ont écrit sur cette découverte. Et soudain, cette même année 1935, les autorités égyptiennes ont imposé un blackout informationnel complet sur toute mention de tunnels souterrains en Égypte. L'histoire a disparu, comme sur ordre. Qu'est-ce qui a tant effrayé les autorités qu'elles ont décidé de faire taire cette découverte? Et pourquoi un tunnel vu par des dizaines de chercheurs a-t-il soudainement cessé d'exister officiellement? Aujourd'hui, nous ouvrons ce dossier. Et ce que nous trouverons vous fera réfléchir non pas sur le passé de l'Égypte, mais sur ce qui nous est caché en ce moment même. Bienvenue. Commençons par ce qui était déjà connu il y a 2500 ans. 5e siècle avant Jésus-Christ. Hérodote, le père de l'histoire, visite l'Égypte. Un prêtre local le guide à travers des lieux secrets. Dans ses écrits, Hérodote rapporte: près de l'endroit où se termine le labyrinthe, se dresse une pyramide avec des figures d'animaux à sa base. Un passage souterrain y mène, et on m'a dit que ces chambres souterraines la relient aux pyramides de Memphis. Memphis, qu'Hérodote mentionne, est ce que nous appelons aujourd'hui le plateau de Gizeh. 800 ans passent. Le philosophe syrien Jamblique écrit sur un système de tunnels souterrains dont l'entrée se trouve directement dans le corps du Sphinx. Ces mots sont remarquablement précis. Dans le ventre du Sphinx, des galeries ont été taillées menant à la partie souterraine de la Grande Pyramide. Ces galeries étaient si habilement entrecroisées que sans guide, on retourne inévitablement au point d'entrée. Deux sources indépendantes, séparées par 8 siècles. Les deux décrivent la même chose. Ce n'est plus une légende. C'est un fait historique que la science officielle préfère ignorer. Mais la déclaration la plus incroyable sur ce sujet n'a pas été faite par un historien ni par un philosophe. Elle a été faite par un homme appelé le prophète endormi, Edgar Cayce, né en 1877, un médium américain qui faisait des prédictions en état de transe, toutes sténographiées à son chevet. Il a prédit le krach boursier de 1929, les morts de 2 présidents américains en fonction, la montée et la chute d'Hitler, l'effondrement de l'Union soviétique et que le 44e président des États-Unis serait noir. La dernière chose qu'il a prédite était sa propre mort. Le 1er janvier 1945, il a annoncé qu'il serait enterré dans 4 jours. 3 jours plus tard, il est mort d'une attaque cérébrale. Et voici ce qu'il a dit sur le Sphinx en 1932, 3 ans avant la découverte de Hamilton Wright. Sous les pattes avant du Sphinx se trouve une salle des archives. Un dépôt contenant la véritable histoire de l'humanité, des documents sur l'Atlantide et une chronique complète d'une civilisation disparue. Les scientifiques l'ouvriront dans les années 1990, en parfaite conservation, comme une capsule temporelle. Il a également affirmé que le Sphinx n'a pas 4500 ans, mais environ 12 000. Ce qui se cache derrière cela, nous allons le découvrir maintenant. L'histoire officielle du Sphinx se présente ainsi. Il a été construit par le pharaon Khéphren vers 2500 avant Jésus-Christ comme gardien de la Grande Pyramide, le tombeau de son père Khéops. Tout est logique, sauf une chose. Pas une seule momie n'a été trouvée dans la Grande Pyramide. Ni Khéops lui-même, ni personne d'autre. Un tombeau sans cadavre. Allons plus loin. L'argument principal des partisans de la version officielle est que le visage du Sphinx ressemble soi-disant au visage de Khéphren.
Mais il suffit de regarder attentivement les deux images pour voir. Ce sont deux personnes complètement différentes. L'indicateur clé est l'angle du coin de la bouche au coin de l'œil. Sur le visage du sphinx, il est presque 2 fois plus grand que celui de Képhren. Ce n'est pas une opinion subjective, c'est de la géométrie. Il existe également la stèle de l'inventaire, une inscription en pierre trouvée par un archéologue français dans les années 1850. Elle enregistre que le pharaon Khéops a donné des ordres pour réparer le sphinx après un éclair. Mais attendez, Khéops est le père de Képhren. Selon la chronologie officielle, il est mort avant que le sphinx ne soit soi-disant construit. Alors le père a réparé ce que son fils n'avait pas encore construit? Toute l'histoire officielle du sphinx repose sur des preuves qui sont au mieux circonstancielles, et au pire la contredisent directement. Mais le véritable coup porté à la version officielle n'a pas été donné par un historien. Il a été donné par un géologue. En 1991, Robert Schoch de l'Université de Boston a mené des études sismiques autour du sphinx. Ce qu'il a vu était si inattendu que NBC a réalisé un documentaire d'1 heure à ce sujet, Le mystère du sphinx, regardé par plus de 30 millions de personnes. Schoch a étudié les modèles d'érosion sur les murs de l'enceinte du sphinx. La conclusion était sans équivoque. Le caractère de la détérioration de la pierre n'a rien de commun avec l'érosion éolienne ou sableuse. Devant lui se trouvait une image classique d'érosion hydrique. Des rainures verticales profondes qui ne se forment que lorsque des courants d'eau de pluie s'écoulent pendant des siècles sur du calcaire exposé. Comment est-ce possible si le Sahara est ici depuis les 5 derniers millénaires? Il n'y a qu'une seule réponse. Le sphinx a été construit quand l'Égypte n'était pas encore un désert. Et cela remonte au moins à 9000 à 10 500 avant Jésus-Christ. Une tentative d'expliquer cela par les crues du Nil? Schoch a également démonté cela. L'eau de crue par le bas laisse une trace géologique complètement différente. Ici, seulement de la pluie par le haut. John Anthony West a décrit comment il a montré une photographie de l'enceinte du sphinx avec la tête couverte à un géologue d'Oxford, spécifiquement pour éliminer les préjugés. Le géologue a répondu instantanément. Indubitablement, érosion hydrique. Lorsque le masque a été retiré, le géologue a simplement fixé la photographie en silence. Personne n'a pu réfuter cela publiquement. Il y a 12 000 ans, si nous croyons la science officielle, les gens vivaient en petits groupes de chasseurs-cueilleurs. Des tribus primitives incapables de construire quoi que ce soit. Et pourtant, quelqu'un à ce moment a sculpté dans un monolithe solide de calcaire la plus grande statue de la planète. Revenons aux recherches de Schoch et West. L'érosion hydrique n'était pas leur seule découverte. Pendant les mesures sismiques, les instruments ont détecté quelque chose d'autre. Une cavité a été découverte sous la patte avant-gauche du sphinx. Grande, de la taille d'une pièce. West a été direct. Nous ne cherchions pas de structure sous le sphinx. J'étudiais les changements minéralogiques dans le sol. Mais nous avons trouvé des structures. Et le plus important, nous avons trouvé une chambre sous la patte gauche. Une chambre sous la patte gauche. Exactement l'endroit dont Edgar Cayce a parlé en 1932. Exactement où Jean Blic a décrit l'entrée des galeries il y a 12 siècles. Trop de coïncidences? Ou tout cela pointe vers le même endroit? Lorsque les résultats de la recherche ont été rendus publics, quelque chose de remarquable s'est produit. Les autorités égyptiennes ont immédiatement interdit à West et Schoch de continuer leur travail. Complètement. Pour toujours. L'homme qui a obtenu cette interdiction était le docteur Zahi Hawass, le ministre officiel des Antiquités et gardien principal de ce qu'on nous permet de savoir sur l'Égypte ancienne. Sa réaction aux découvertes des scientifiques américains? Je cite textuellement « hallucinations américaines ». C'est tout. Pas de contre-arguments, pas de données. Juste des hallucinations. 1 an après l'interdiction, en 1996, le gouvernement égyptien approuve un nouveau projet d'excavation autour du Sphinx avec un budget de 10 millions de dollars. Personnellement dirigé par Hawass. Il entre dans des tunnels sous le Sphinx. Pas un mot sur les hallucinations. Même Indiana Jones ne pourrait pas rêver d'être ici. Nous sommes à l'intérieur du Sphinx, dans ce tunnel. Personne ne sait ce qu'il y a ici,
Mais nous allons le révéler pour la première fois. Et qu'est-ce qui a été révélé? 2 ans plus tard, Hawass ferme soudainement le projet et déclare avec la même inflexibilité: il n'y a absolument rien sous le Sphinx. Rien. Il va encore plus loin, niant l'existence même d'ouvertures menant à l'intérieur du monument. Bien que ces ouvertures soient documentées et clairement visibles, un trou au sommet de la tête, bouché avec du béton. Une ouverture à l'arrière où Hawass lui-même regarde dans une vidéo. Des dalles entre les pattes avant, couvertes de planches modernes. Lorsqu'on l'interroge sur ces puits, il répond: nous avons déjà regardé, il n'y a rien. C'est probablement un trou creusé par des chasseurs de trésors. Réfléchissez à cela. 38 mètres de profondeur. Des chambres latérales spacieuses. Un trou inutile de voleurs. Cela vous semble-t-il convaincant? Pendant de nombreuses années, le principal contre-argument à toute affirmation concernant une date plus ancienne pour le Sphinx était un: si une civilisation avancée existait alors, où sont ses traces? Montrez-nous d'autres monuments. Montrez-nous quelque chose d'autre que le Sphinx. Et en 1994, cet argument s'est effondré. Parce qu'en Turquie, ils ont trouvé Göbekli Tepe. Au début, un berger a confondu cet endroit avec un cimetière médiéval lorsqu'il est tombé sur des pierres étranges dépassant du sol sur une colline. Mais lorsque l'archéologue allemand Klaus Schmidt a commencé les fouilles, il a réalisé: devant lui se trouvait le plus grand complexe mégalithique du monde. Des structures circulaires soutenues par des piliers de pierre monolithiques pesant de 7 à 10 tonnes chacun, de 6 mètres de haut. De nombreux piliers se trouvent les uns sur les autres. Et tout cela, selon les résultats de datation au radiocarbone, a été construit il y a environ 12 000 ans. Cela signifie Göbekli Tepe est de 6 000 ans plus ancien que l'ancienne Sumer, plus ancien que l'invention de l'écriture, 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. C'est le monument mégalithique connu le plus ancien de la Terre. Et il a été érigé précisément à l'époque à laquelle la géologie de Shor date le Sphinx. Mais ce n'est pas tout. Des images tridimensionnelles d'animaux sont sculptées sur les piliers de pierre, avec une précision et des détails étonnants. Dans une période où, selon la version officielle, la forme d'art la plus avancée était les dessins sur les parois des grottes. De nombreux piliers, apparemment, représentent des personnes stylisées avec des visages au sommet. Ressemblance troublante, où ailleurs avons-nous vu un corps d'animal avec une tête humaine? S'il pouvait créer Göbekli Tepe, il pouvait créer le Sphinx. Göbekli Tepe est devenu la preuve principale prouvant: il y a 12 000 ans, il existait sur Terre une civilisation avancée capable d'ériger des structures monumentales en pierre. Les dates de construction des deux objets coïncident, et les deux correspondent précisément à la fin de la dernière période glaciaire. Cette même période que Platon a indiquée comme la date de la destruction de l'Atlantide. Le mot Atlantide fait sourire beaucoup de gens avec scepticisme. Mais avant de fermer ce sujet, répondez: d'où vient cette histoire? La seule source primaire est le philosophe grec Platon. Il a décrit l'Atlantide comme une civilisation hautement développée qui existait 9000 ans avant son époque. Platon n'a jamais dit que c'était un mythe. Il a fait référence directe à une source spécifique: des conversations avec un prêtre égyptien qui a raconté l'histoire au législateur grec Solon. Lorsque Solon a raconté au prêtre l'histoire des Grecs, inondation, destruction, renaissance, le prêtre a ri. Et puis, il a expliqué: dans la longue histoire du monde, il y a eu de nombreuses catastrophes, et la Terre a été repeuplée de nombreuses fois. Vous, les Grecs, ne vous souvenez que de la dernière inondation, mais nous avons des archives des précédentes. Des archives. Les mêmes archives que Caius appelait le contenu de la salle des archives sous le Sphinx. Plusieurs sources indépendantes, séparées par des millénaires, décrivent le même dépôt. Mais il y a une autre couche. Le chercheur Robert Bauval a découvert quelque chose qui a bouleversé tout le concept de la date du Sphinx. En utilisant la méthode d'astronomie précessionnelle, calculant le mouvement rétrograde de l'axe terrestre sur un cycle de 26 000 ans, il a calculé quelles constellations se levaient à l'horizon oriental le jour de l'équinoxe de printemps à différentes époques. La réponse est stupéfiante. En 10 500 avant Jésus-Christ,
Le lion se trouvait au-dessus de l'horizon de Gizeh, au point du lever du soleil. Le sphinx, avec un corps de lion et un regard dirigé précisément vers l'est, regarde directement l'endroit où, à cette époque, le jour de l'équinoxe, sa constellation se levait. Les trois pyramides de Gizeh reproduisent avec précision la position des étoiles de la ceinture d'Orion en cette même année, 10 500 avant Jésus-Christ. 10 500 avant Jésus-Christ. Encore cette date. La même date que Choch. La même date que Caïssé. La même date que Platon a indiquée pour l'Atlantide. La même date de la fin de la période glaciaire. La même date que Göbekli Tepe. Ce n'est plus une coïncidence. C'est un signal. La seule question est de savoir si nous sommes prêts à l'accepter. 15 avril 2015. Zahi Hawass est invité à un débat académique avec Graham Hancock, auteur de L'empreinte des dieux. Les règles sont simples. Chacun parle pendant 1 heure sans interruption, puis question du public. Hawass a accepté à une condition, il parle en second. Mais même avant le début de l'événement, il a vu dans la présentation de Hancock une photographie de Robert Bauval, le chercheur qui a daté le sphinx par les étoiles. Cela a suffi. Selon Hancock, Hawass a commencé à crier et a émis un ultimatum. Si tu mentionnes Bauval ne serait-ce qu'une fois, je pars. Le débat a finalement eu lieu, mais sans discussion conjointe. Le point culminant est venu pendant les questions du public. Une femme, ignorant le scandale en coulisses, a calmement demandé à Hawass « Comment se sent-il par rapport aux découvertes à Göbekli Tepe ?» Hawass a prétendu ne jamais en avoir entendu parler. Lorsque Hancock a essayé d'expliquer, Hawass a dit quelque chose de révélateur. « Je ne pense pas. Et, à mon avis. » Depuis quand la science est-elle basée sur des opinions? Puis il a déclaré qu'il ne croit pas au radar de pénétration du sol. Le même radar qu'il a lui-même utilisé dans toute sa recherche sur le sphinx. L'homme était nerveux, s'essuyant la sueur, se retirant au fond de la salle. Une question du public, et l'argumentation du ministre des Antiquités s'est complètement effondrée. Hawass n'est qu'un maillon d'une longue chaîne. L'histoire de la dissimulation d'informations sur le sphinx s'étend sur près de 200 ans. Dès les années 1830, des ingénieurs français enquêtant sur la zone autour du sphinx, nouvellement dégagée, ont découvert une entrée souterraine. Bientôt, des gens se sont approchés d'eux et les ont forcés à arrêter la recherche pour toujours. Aujourd'hui, si vous visitez le sphinx, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Le sol qui l'entoure est principalement de la roche exposée. Partout, sauf à un endroit. Directement entre les deux pattes avant, des planches de bois sont posées sur le sol. Sous elles, des dalles. Elles reposent exactement au niveau du sol environnant, ce qui signifie qu'elles ne faisaient pas partie de la sculpture et n'ont pas de fonction décorative. Elles ont clairement été placées là spécifiquement, à une certaine profondeur, pour couvrir quelque chose en dessous. Ces dalles sont apparues ici au XIXe siècle, juste après que le sphinx ait été dégagé. Par-dessus elles, de nos jours, on a ajouté un plancher en bois, comme si c'était une autre couche de dissimulation. Regardez cela autrement. Si c'était simplement une section de sol solide, elle ne serait pas couverte. S'il n'y avait rien là, pourquoi le plancher en bois? Pourquoi a-t-il été changé et entretenu pendant près de 200 ans? Un ouvrier égyptien présent lors des fouilles de la fin des années 1990 a décrit précisément cet endroit. Une descente dans un puits, un couloir, une pièce avec des gravures différentes de tous les hiéroglyphes connus. Quelque chose de plus ancien. Quelque chose de différent. Ajoutez à cela les ouvertures documentées, le trou au sommet de la tête du sphinx, scellé avec du béton, l'ouverture à l'arrière que Hawass lui-même a enregistrée en vidéo, les dalles entre les pattes, 3 points d'accès séparés, tous fermés, tous officiellement niés, sur un monument dans lequel, selon la version officielle, il n'y a absolument rien. Rassemblons tout. Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, a décrit des tunnels souterrains sous Gizeh. Jamblique, 800 ans plus tard, a rapporté une entrée vers eux à travers le corps du sphinx. La stèle de l'inventaire témoigne que le sphinx existait avant Khéops. En 1935, Hamilton Wright a découvert de vastes chambres souterraines, et l'histoire a été immédiatement classifiée. En 1991,
Robert Schoch a prouvé géologiquement que le Sphinx a été créé il y a au moins 12 000 ans. Cette même année, une chambre souterraine a été détectée sous la patte gauche. En 1994, Göbekli Tepe a prouvé l'existence d'une civilisation avancée à cette époque. Robert Bauval a calculé l'alignement stellaire pour 10 500 avant Jésus-Christ. Et Edgar Cayce, en 1932, des décennies avant tout cela, a décrit précisément la salle des archives sous les pattes avant du Sphinx. Ce n'est pas une chaîne de preuves, ce sont des dizaines de sources indépendantes, chacune apparaissant à son propre moment, de ses propres porteurs, à travers ses propres méthodes, et toutes pointent vers un endroit. Sous la patte avant gauche du Sphinx se trouve une chambre. Ce qu'il y a dedans, nous ne le savons pas. Mais qu'elle existe n'est plus scientifiquement en doute. La question est différente. Qu'est-il arrivé il y a 12 000 ans? Pourquoi toutes les grandes civilisations, Égypte, Mésopotamie, vallée de l'Indus, Mayas, Chine, ont-elles émergé à peu près en même temps, avec des connaissances étonnamment similaires, sans période archéologiquement documentée d'accumulation d'expériences? Et si les prêtres égyptiens avaient raison? La Terre a survécu à de nombreuses inondations, de nombreuses civilisations, et eux, les Égyptiens, gardent des archives des précédentes? Et si cette dalle entre les pattes du Sphinx est le couvercle d'une archive contenant des réponses à la question principale? Qui sommes-nous et d'où venons-nous? Le Sphinx regarde vers l'Est depuis 12 000 ans. Il a survécu à la montée et à la chute de tous les empires que nous connaissons. Il se tait. Mais les données, sismiques, géologiques, astronomiques, historiques, parlent pour lui. Et elles disent une chose. Il y a une porte là, et on ne nous a pas encore permis de l'ouvrir. Qu'en pensez-vous? Pourquoi, pendant près de 2 siècles, les autorités ont-elles systématiquement fermé l'accès à cet endroit? Qu'est-ce qui est si effrayant à découvrir dans la salle des archives si elle existe? Écrivez dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous pensez être prêt à poser les bonnes questions. Et si vous voulez continuer à suivre les preuves là où la science officielle refuse d'aller, abonnez-vous. Parce que le Sphinx est loin d'être le dernier mystère qui nous est caché. Nous ne faisons que commencer.